ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ma Télé à moi et de retrouver notre ami Majid Slemna, réalisateur à la télévision algérienne. Alors après avoir essayé de découvrir l'homme qui se cache derrière le réalisateur, nous allons essayer de parler ce soir de ses productions et Dieu seul sait à quel point elles sont nombreuses. Majid, bonsoir. Une deuxième fois. Bonsoir, un plaisir de te retrouver, Alors dis-moi Majid, tu as regardé le premier numéro, oui. Toi qui as pratiquement toujours refusé de faire des plateaux télé, parce qu'on connaît ta discrétion, j'espère que tu n'as pas regretté. Non, pas du tout. On a fait un grand voyage. Ouais. Ce qu'a été la télévision, on s'est rappelé beaucoup de professionnels à la télé. On a parlé de Lawaté, de Mdjaoui, de Boussa Haddad, de Ben Merbah, de Badir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Refaire vivre le souvenir de ces hommes-là, c'est magnifique. D'ailleurs, beaucoup de techniciens à l'époque m'ont appelé et ils étaient très contents. Et comment vous avez fait pour vous rappeler de nous? On pensait qu'on était oubliés. Non, il faut entretenir la mémoire de cette entreprise, à mon avis, parce que la RTA, la télé, puis le NTV, après le PTV, c'est toute une histoire. Il ne faut pas que cette histoire s'oublie comme ça. Mais il y a aussi le côté humain, parce qu'on a parlé de ton enfance, on a parlé de ces années difficiles que tu as eu à vivre en étant enfant, dans ton patelin à Djidjel. Et ça aussi, ça a touché beaucoup de téléspectateurs. Donc, c'est très important le côté humain. Il a toujours été humain, il a toujours eu de la bravoure, de la générosité, la solidarité. L'Algérois à l'époque, c'est quoi Rajla chez l'Algérois à l'époque? C'est quelqu'un qui se sacrifie pour l'autre. On dit voilà, Rajla. Et donc, on a coupé avec nos valeurs et j'espère qu'on va revenir sur ce qu'a été nos aïeux à l'époque. Même pendant la guerre de libération, les gens, les Algériens étaient très solidaires entre eux. Et c'est ça qui fait une société, ses vertus, ses valeurs. Tout à fait. On a parlé de ta scolarité, de ton enfance, on a essayé de te découvrir un peu. Maintenant, on va essayer de découvrir ce que tu as fait à la télévision. Et on a plusieurs productions à proposer à nos téléspectateurs. Donc, je vais essayer de te bousculer un peu pour faire vite, parce qu'on a un programme très riche ce soir. Mais avant cela, on va commencer par ton premier choix. Et tu as choisi de commencer avec une chanson de Rachid Eftehi. On regarde. Extrait, histoire de leur rendre hommage. Alors pourquoi Rachid Eftehi? Ça, c'est l'un des
tout premier groupe moderne de l'Algérie indépendante. C'est un groupe mythique qui a été créé dans les années 60. Et c'est le premier groupe qui a modernisé la musique algérienne. Et c'est un groupe qui a Rachid Ahmed, le barbu, c'est son frère. Il a été un producteur, un musicien, tout à fait. Il a aidé pas mal d'artistes. Il a aidé énormément d'artistes. À commencer par Cheb Khaled, c'est lui qui a lancé Cheb Khaled. Les Sahraoui, Fadila, le jeune là, Anouar. Les musiciens, beaucoup de musiciens étaient formés chez Ahmed. C'est un grand monsieur de la chanson. Et à l'époque, les intégristes terroristes ont trouvé que sa musique était satanique. Et ils l'ont assassiné, je me rappelle, le 17 février 1995. Voilà. Je voulais lui rendre hommage à lui et à son groupe. Et on t'en remercie. Alors, pour revenir, Medjid Slamna, on a vu tes débuts à la télévision et on a vu que c'était des débuts dans la fiction. Oui. Mais après, tu as changé de cap, tu es passé à autre chose, notamment les documentaires. Et ton premier documentaire, je pense que c'était sur l'évasion fiscale. Voilà, c'était... je voulais montrer qu'il y a quelque chose qui se passe dans le pays, qui est dangereux. C'est ces gens-là qui trichent. Des gens qui ne payent pas l'impôt. Pardon, juste pour que les gens sachent, c'était en quelle année? Parce que... C'était avant 88 en tout cas. Non, bien avant. Oui, pour que les gens sachent que c'était quand même courageux de ta part de vouloir en parler. Oui. Ces choses-là étaient tabous. C'était tabou, oui. Je voulais montrer qu'il y a la naissance d'un système qui permet à des gens de se comporter comme ils veulent. La loi n'est pas appliquée à tout le monde. L'ouvrier, on lui enlève directement sa fiche de paie, sa contribution, et les gens qui gagnent des milliards. Donc j'ai dénoncé, j'ai montré des activités à coups de milliards qui ne sont pas déclarées aux impôts. Et pour moi, c'était une façon de faire passer un message. Bien oui. Et il a été censuré, bien sûr. J'ai commencé par être censuré. Donc le premier documentaire a été censuré. Je crois aux années 83, je ne me rappelle pas bien. Très bien. En tout cas, tu as connu la censure et tu voulais en parler l'autre fois. Je t'avais dit qu'on allait laisser ça pour le deuxième numéro. Donc chose promise, chose due, on va parler de la censure. Et pour en parler, tu as choisi un extrait d'un film sympa pour dire que même la comédie n'échappait pas à la censure. Donc on va voir cet extrait. Il s'agit du film L'Qtouta, les chats, avec l'inspecteur Tahar et son acolyte l'apprenti. On regarde. انسبكتور طاهر مستجاب لي زافيرات نتاعك كيلاتو لي زافيرات نتاع الشركات. انا وهو المفتش الطاهر. اسي الطاهر لو تسمح لي نطرح عليك بعض الاسئله فيما يخص الامن. لاحظنا في هذه الايام الاخيره عده جرائم وسرقات وانواع اخرى. هل ممكن نعرف ما هي الاسباب التي خلت مجتمعنا يعيش هذا الخطر؟ ورانا جزء في التلفزيون ترك. معلوم. وحبيت نهدي غنيه للفاميليا نتاعي. الوقت ماهوش مناسب. قداش راهي الساعه؟ مازال الحال. هذاك هو الوقت يفور روح انا. راك ما جاوبتش على السؤال. غدوه يفوت تجي البيرو نتاعي ونفهمك في كلش. ماذا بيا لو كان تفهمنا ضروري. دركا كاش ما خلاتني نهضر انت قلت لي روح تهضر في التلفزيون من الصباح انت تخرج وحدك انا ما فهمت والو درك. اسمح لي دروك نفهمك. حبيت نقول باللي المجتمع نتاعنا راه يعيش في خطر من هذه الحمله نتاع السراقين والمجرمين. صاي درك انا فهمت واش حبيت تقول. أو كاين سرقات بزاف على خاطر كاين سراكين بزاف. حنا يفون نزيروا شويه الحلال والطرمه والزقات علينا. فهمت؟ بارك الله فيك بارك الله فيك. حبيت نطرح عليك سؤال فيما يخص المعين تاعك اليوم ما راحش معاك. فكرتني الصباح خليته مسكين في حس اللوم. مسكين يكون صح مسكين. نازك سي با لا بان نهضر عليه. جبت حبيته. أشوف على خير. ساعة سمحنا.
راهو كيما هضرنا البارح خلوني انا نتفاهم معاه ولا نضت لا باكار واحد ما يدخل روحه. واش كاين؟ روح لهنا ومن بعد زين انا هضروا. انا نجي لعندك؟ ايه انت اللي تجي لعندي ماشي كيما بكري انا اللي كنت نجي لعندك. واش كاين؟ شفت كيفاش درك هنا ونجمو نهضروا. الور البارح عملنا حاجه اجتماع انا وصحابي وخدينا حل موقف. قلنا يفو با غير انت اللي تكون كوميسير، باش كي نحبوا نولوا كوميسير كل واحد والداله نتاعو، فهمت؟ واش قلتوا؟ هيا قول لي يا الخو تاعنا جابوك. ريح في بلاصتك ما تدخلش روحك فيا، ها؟ فهمت؟ Voilà. Alors, pour les jeunes d'aujourd'hui, pour eux, c'est peut-être évident, mais il fallait oser le faire à l'époque. Hein, parce qu'il y avait pas mal de messages qu'essayaient de passer l'inspecteur Tahar et les parentiers, Allah yarhamhum. Ce film, c'était un long métrage de 1h30. Il a été réduit à 55 minutes. À cause de la censure. À cause de la censure. Et commission de censure qui n'était pas interne à la télévision. Hein, oui. Du ministère, c'est pas quoi. Ouais. Et voilà, des administratifs qui trouvent des lectures bizarres à des séquences et qui commencent à censurer. Et là, l'une des plus belles séquences qui a été censurée, moi j'ai assisté à ce tournage. D'accord. J'ai eu beaucoup de... Oui, donc tu es très bien placé pour pouvoir en parler. Oui, surtout que l'inspecteur utilisait le dialecte et parfois il y a des dérives dans la... Je n'étais pas d'accord. Et quand je lui dis, c'est pas comme ça, vous dites n'importe quoi. Oui, c'était un homme très sympa. Ouais. Et il était caméraman chez nous. Ah, il était un collègue de travail, c'était un caméraman. Et là, on voit la scène où il va chez le commissaire avec des policiers. Mais il y a une scène qui précède cette séquence, c'est qu'il y a eu une réunion, effectivement, entre les policiers. Qui a été censuré. Et là, il leur fait un discours magnifique, avec l'accent d'Isilien. Je me rappelle de quelques mots. Il leur dit « Aoud khwani al-a'izza, aoud lemmen nshbahkom, Amerikan ntouma zinin عليهم, الإنجليز نتوما حاتكين عليهم. aoud هذا الكوميسار درك ما... Et elle a été censurée. Oui, alors qu'il y avait rien. On va savoir pourquoi. Et c'est ce film, à mon avis, qui a provoqué un stress chez Hadi Abdelrahman. Et c'est suite à ce film qu'il est mort. Pour vous dire que la censure, censurer l'effort de quelqu'un qui met un temps fou pour écrire un texte, qui met un temps fou pour le jouer. Et puis, il y a comme ça un petit... Il y a des gens qui n'ont absolument rien à voir avec ça. C'est une grande frustration. Une grande frustration. Et pour dire que voilà, la censure, comme je l'ai dit la dernière fois, elle a toujours existé en réalité. Et il y a toujours des gens qui sont dans l'excès, qui voient du mal partout, avec ce paternalisme qu'ils savent tout, ils connaissent tout, et nous, on ne sait rien du tout. Et ce paternalisme a tué petit à petit l'expression, la liberté de l'image, la liberté de la presse. Alors, Medjid, il y a la censure, mais pour moi, il y a plus grave encore. Hein. C'est l'autocensure. Ah oui, moi j'ai fait des documentaires et je me rappelle à l'époque des collègues qui regardaient comme ça et qui me disaient « mais là ça passe pas, ils vont te l'enlever, il faut enlever ça ». Et avec le temps, on s'autocensure. Tout à fait. On s'adapte au discours du moment et ça c'est triste. Un réalisateur, un journaliste, je m'excuse, on n'est pas des propagandistes, on est des professionnels. Moi j'ai un regard sur la société, je l'exprime quand je le sens, quand je le vois. Et donc à la rigueur, moi je fais mon travail correctement, professionnellement, et c'est à eux de prendre leurs responsabilités, s'ils veulent censurer, qu'ils s'assument. Mais là, je vois jusqu'à maintenant des collègues qui s'autocensurent, qui ont peur de montrer des choses, de dire des choses. Mais non, journaliste est un journaliste. Un réalisateur est un réalisateur, c'est un professionnel. Voilà, tu fais ton boulot. Tu fais ton boulot de la manière la plus objective. Après, si ça passe pas, à la limite, c'est pas ta responsabilité. Tu dois respecter le citoyen. Il y a un droit de savoir. Le citoyen a le droit de savoir. Tout à fait. Et toi, tu es là pour communiquer avec le citoyen, pas avec des politiques. Je m'en fous des politiques. Moi, je m'adresse à des Algériens. Plus encore quand il s'agit de services publics.
La liberté d'expression, c'est dans le service public. Tout à fait. Une chaîne privée, un journal privé défend la ligne éditoriale de celui qui l'a créé. Tout à fait, c'est son argent, il fait ce qu'il veut. Il défend ses intérêts. Oui. Donc dans tous les pays du monde, la liberté d'expression, elle est dans le service public. Ouais. Malheureusement, chez nous, on voit qu'il y a des petites chaînes qui ont plus de liberté d'expression que nous, qui ont maintenant près de 60 ans d'existence, avec un matériel, avec des stations régionales. Un savoir-faire. Un savoir-faire. Et là, il faut que ça change absolument. Et j'espère que ça va changer. Restons positifs. Restons positifs. Alors, on va voir un documentaire de Majid Slemna. Et cette fois-ci, c'est un documentaire qui est dans le domaine de l'histoire. Et tu en as fait même toute une série, mais on a choisi un numéro. C'était un numéro consacré à Feu, Boudiaf Laïrhmou, et il avait pour titre Ala Khouta Boudiaf, sur les traces de Boudiaf. Ouais. On regarde. تشوف لي تراس تاعو C'est le sang. هذا الدم تاع سي محمد الله يرحمه خليت هادو الله الكريم. لجنة 22 قررت تفجير الثورة وانتخبت بوضياف منسقا وطنيا. الميصاليون والمركزيون عارضوا فكرة العمل المسلح في تلك الفترة. بوضياف يعين لجنة من 5 أعضاء كلفت بتحضير الثورة وقسمت البلاد إلى 5 نواحي عسكرية. مشيت للمسيلة مثلا باش نشوف البلاد نتاعي، جاد الزبير يخطفني، داني الباتنا. علاه سياستي وسياستك ماهوش كيف كيف، سياستي وسياستك ماهوش كيف كيف هكذا. قلت له شوف، هذه ماهيش مسألة تاع السياسة، كان عندك القوة وانا ما عنديش فقط. هذه هي المصايب اللي في اوائل في الايام الاولى نتاع الاستقلال ما عاد انسان يحترم انسان وكذا. اما هذا نزيد نقول لك حاجه اخرى اللي تمس بزاف، وهو من بعد الاختطاف نتاعي كان شي مكان احتجاج ابدا، ومع ذلك نعرف شخصيات احتجاج ما كانش، والا جالس ديك في هذا الامر. الانسان الوحيد اللي يتكلمها في الاسامبلي هو يتحمد، قال قولوا لي كيفاش سي محمد لقاو عليه القبض. فشل بوضياف هو في نفس الوقت فشل سياسي للامه، وهو في نفسه فهمه كهذا، يعني كفشل سياسي لم يستطيع ان يؤثر في اي شيء. اذا انسحب من البلاد وعول ركز على النظام الطويل. Voilà, là c'était donc la première partie du documentaire. Il y en a eu une deuxième, et là elle se termine par son exil au Maroc, à Qnitra en l'occurrence. Et puis moi ce qui m'a surtout touché, c'était aussi
la musique du générique avec cette chanson de Matob, qui a rendu un très très bel hommage à Boudiaf. C'est une chanson magnifique, Hymne à Boudiaf. Oui, et le contenu d'ailleurs est magnifique. Oui, pour ceux qui comprennent. Oui, et Matob était très très content quand il a vu ça. Ouais. Et là aussi, il fallait le faire. Hein. Oui. Parce que c'est osé de. Et c'était pas facile passer Matob. Hein. Et je me rappelle déjà de l'époque, il m'a dit il faut enlever Matob. Pour la simple raison qu'il me dit les gens ne vont pas comprendre ce qu'il raconte et tout ça. Je lui ai dit c'est un sous-titrage, j'ai traduit ce que dit la chanson. Et on s'est bagarré pour maintenir Matob, il voulait l'enlever. Parce que Matob, c'était un tabou à l'époque, il était rejeté. C'était un homme rebelle. Et c'était quelqu'un avec qui je devrais travailler en réalité. Je suis allé jusqu'à chez lui en montant là son village parce qu'il voulait me voir. Ils avaient un projet, c'est comment parler de la chanson amazigh du XXe siècle. Tu parles de son vivant, hein? Tu as été le voir. Oui, de son vivant. J'ai rencontré Malika, sa sœur, et puis sa maman, femme bien portante. Je l'ai raté de un quart d'heure. Ils m'ont dit qu'il vient de partir avec sa guitare et quelque part dans la forêt. Et l'idée, c'était comment travailler avec les chanteurs de la chanson amazigh pour raconter ce que ça a été, en réalité, l'histoire de l'Algérie du XXe siècle, parce que c'est ça la chanson amazigh et la poésie amazigh. Elle raconte les drames de l'Algérie, les souffrances, les maladies, les déplacements de population, le colonialisme, l'exil. C'est une tranche importante de, malheureusement, après... quelques temps après, Matob a été enlevé en 1994. Et puis on est rentré dans la dessinée noire. Et tout est tombé à l'eau. Voilà. Alors pour revenir à cette série, tu en as fait combien de numéros et sur qui? C'est énormément de portraits, documentaires sur l'histoire. Oui, je sais qu'il y a eu Sdir Ben Yahya. Ben Yahya, Allah yarhamou. Tu as fait un numéro sur Boumediene. Boumediene, Qaïd Ahmed. Qaïd Ahmed, par contre, je crois qu'il a été censuré, non? Voilà, la censure qui me rattrape. Voilà. Parce que je voulais être objectif. J'ai fait un portrait sur Boumediene et je voulais faire un portrait sur un opposant à Boumediene. C'est ça la communication. Et Qaïd Ahmed, à l'époque, était interdit d'antenne. C'était en 92, 93. C'était interdit d'antenne. D'ailleurs, même des militants du FLN sont partis refuser de parler de Qaïd Ahmed. C'était strictement interdit. Et moi, j'ai eu ce courage de travailler sur ce personnage. Et je découvre un grand baroudeur de la guerre-libération, c'est terrible. Et là, regarde, Halim, comment on tue nos héros. En principe, on ne confond pas entre un passé historique d'un homme et les histoires politiques. Ça, c'est après l'indépendance. Tout à fait. Et ce qui est dramatique, c'est que lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec le pouvoir du moment, on l'efface totalement. C'est comme s'il n'a rien fait, alors que était un grand baroudeur à l'ouest. Il était dans le mouvement national, c'était l'un des bras droits de Farhat Abbas. C'est lui qui a lancé l'artiste El Maachi. Et comme ça, il est devenu interdit à l'indépendance de cette télévision, quoi. Télévision qui appartient à tous les Algériens. Et la censure est encore passée par là, malheureusement. Alors... en parlant de Tamazight et tout, tu as aussi fait un documentaire sur... pour moi, c'est un documentaire qui m'a vraiment touché. C'était très émouvant sur les handicapés de la guerre de libération nationale. En tout cas, je sais que c'est la Qaltab ou le Jismera. Voilà. Et c'est sur les handicapés de la guerre de la révolution, la guerre de libération nationale. On regarde. ولا باش يتبعون قرابه ديال السداس يغلي تفلس الهداي
هذاك اللي واش تحلاها ساشا تحنا غزاف يلزي سنطقنا نطق غزاف لا ما زازي مرتازي ولا واش تخدم الشغل سليني زادنا الشغل ولا شي ما ولاش تقشي تاخذ منها من تسال ولا ديت سبيطار خدمه سال أنا دخلت نخدم في السبيطار تاع جوانبيل في 58 وجابوا لنا فاطمة في 59 في واحد الحالة واش نقول لك مضروبة محروقة مركية في كل مضرب كنت المسكينة معذورة وما تهدرش فهمتنا غير بالهضرة بيديها شفنا في ذاتها في واحد الحالة محروقة مضروبة ils ont même paraît abusé d'elle ومن هذاك اليوم لليوم حتى واحد ما حوس عليها ما داروا لها حتى شيء راهي مرمية في السبيطار. L'attentat de Taizé Rachid qui est situé en montagne il y a eu 4 officiers, 6 officiers qui sont décédés. L'attentat que j'ai commis moi-même à Taizé Rachid. C'est un panier, au-dessous c'était une bombe, en haut c'était du raisin. Le nombre de blessés quand on m'a ramené, capturé par des chiens, il y a eu 10 blessés, 10 soldats blessés. Par contre, la population n'a entendu que le chiffre de 6. Aujourd'hui, je souffre de l'absence de ma famille. Mon cœur est lourd. Mon seul désir est d'être avec eux, vivre avec eux et faire aussi ma prière. Avec l'absence de 59 jusqu'aujourd'hui, je ne peux plus terminer mes jours dans l'hôpital. Bouleversant. Alors, juste pour corriger, c'était le qalb taïb ou le jism raïb. Alors voilà les vrais moudjahids, les vrais moudjahidettes. C'est des documentaires qu'on devrait repasser parce que... Voilà. Ça, c'est l'histoire... Et c'est le côté humain de la guerre de libération nationale, comme tu disais. Ça, c'est l'histoire d'une jeune fille qui avait 12 ans à l'époque, quand elle a... son frère moudjahid aussi, Shahid Larhbou, l'a chargé de remettre un panier de raisin à des soldats près du caserne. Et le panier, au-dessus des crapes de raisin, il y avait une bombe. Elle a remis ça aux soldats et au moment de partir, la bombe a éclaté. Donc il y a eu plusieurs, on parle de 6 soldats tués et plusieurs blessés. Elle a été rattrapée par les soldats français qui l'ont torturée. Elle a perdu l'usage de sa langue, ils ont abusé d'elle et elle a eu des problèmes même psychologiques. Elle a perdu la raison. On l'a jetée comme ça à l'hôpital psychiatrique de Blida, donc en 59. Et elle est restée là-bas des années après l'indépendance. Ni les Moudjahidines, ni... personne n'a cherché après. Personne n'a cherché après cette femme, parce qu'elle est devenue après une femme. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est cette fierté. Elle vivait avec fierté, elle a contribué à la libération du pays, elle s'en foutait pratiquement de ses conditions de vie. Et ça, je l'ai trouvé chez la plupart des vrais moudjahids, je dis les vrais, parce qu'il y a eu ces faux moudjahids qui prenaient des terrains et qui n'ont rien à voir avec la révolution, ni avec les vertus de la révolution. Et ces moudjahidines, j'étais aussi à Tbissa. J'ai filmé un moudjahid qui s'appelle Hadj Ali.
Celui-là a perdu aussi la raison. Le long de la ligne Maurice, il a assisté à des massacres. Toute la compagnie dans laquelle il se trouvait était décimée par des bombardements. Et il a perdu la raison, lui aussi. Et tu sais que la folie, chez nous, c'est un tabou. Donc, malheureusement, sa famille... l'a rejeté. L'a rejeté. Il vivait à l'écart dans un gourbi. Seule sa fille, qui avait à l'époque 25 ans comme ça, était encore attachée à lui. Mais en aucun moment, quand je l'ai vu, il a revendiqué quoi que ce soit sur un plan social, matériel. Et quand je lui ai dit, mais Ali, pourquoi tu vis dans cette misère alors que quand tu ne demandes pas tes droits? Et cette grandeur d'âme, il me disait, mais moi je lui demandais ça à qui? C'est moi qui a libéré j'ai libéré le pays, moi. C'est l'Algérie, à qui je vais demander des droits? C'est-à-dire, cette grandeur d'âme, tu la trouves que chez les vrais Moudjahidines. Tout à fait. Et là, il faut qu'on entretienne un souvenir de ces hommes et de ces femmes. Moi, si j'ai un appel peut-être annoncé aux gens de la programmation, c'est de rediffuser des documentaires comme ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance, on parle du côté héroïque et tout, mais on oublie le côté humain de cette guerre de libération nationale. Alors, pour fermer cette parenthèse très douloureuse, il y a eu une ouverture qu'on doit aux événements d'octobre 88. Très, très brièvement, Medjid, vous l'aviez vécu comment de l'intérieur de la télévision algérienne? Il y avait de grandes mutations à la télévision aussi, comme dans toute la société algérienne. Ah oui, surtout l'époque de la télévision, l'époque de Abdou Bey. Et les réformes qui ont été introduites à l'époque, c'était ça, c'était la liberté d'expression entre autres. Et on en a produit, on a fait des documentaires, des enquêtes. Mais ça vous a libéré? Ça nous a libérés, mais malheureusement... ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Ensuite, on est retombé dans le paternalisme, dans l'autoritarisme, dans Mais c'était quand même une belle petite époque, disons. Parce qu'on m'a dit, tu étais vraiment copain avec Abdou Bey, mais on m'avait dit que tu avais déclaré une fois que la belle époque de la télévision algérienne, c'est les années 70, c'est pas l'époque de Abdou Bey. Et ça l'a un peu titillé. Ça a provoqué une colère terrible chez Abdou Bey. Il me dit, l'âge d'or de la télévision, c'est moi. Là, je m'excuse. L'âge d'or de la télévision, c'est la RTA, c'est les années 70. Parce qu'à l'époque... Je parle de la production... La télévision est une chaîne généraliste. Tout à fait. Ce que fait la grandeur, si on veut, du chaîne, c'est sa production culturelle et artistique. Quand il s'agit on n'est pas une chaîne d'information. Tout à fait. Et Abdou, c'était surtout de l'information. Mais entre nous, il y avait aussi ce besoin, parce qu'il y avait cette chape de plomb qui pesait sur la télévision par rapport à l'information. Donc il y avait un besoin chez le téléspectateur aussi en termes d'information. C'est peut-être qu'il a répondu à ce besoin-là, parce qu'on vivait cette frustration de ne pas pouvoir dire beaucoup de choses. C'est peut-être ça qui a motivé ses choix. Il y a ça, une ouverture démocratique. Pour les Algériens, c'était surtout poser leurs problèmes, dénoncer ce qui ne va pas. Donc on a accordé une priorité aux émissions politiques, aux débats. Et c'était l'avènement du multipartisme. Donc il faut que les partis passent à la télé, s'expriment, parlent de grands débats. Rappelez-vous les débats de l'époque. C'était un bon moment, malheureusement, qui n'a pas duré. Qui n'a pas duré longtemps. Alors, il y a eu le lancement de pas mal d'émissions et de programmes. Et il y a eu une émission qui nous a marqué, c'était Ahdath wa Ahdath de Azdine Mdour. Et tu étais co-auteur de Azdine Mdour, justement. Donc, on regarde un extrait de Ahdath wa Ahdath et on revient juste après. كل هذه الأحداث صنعها الإنسان بإبداعه واختراعه بخياله وجهده واحيانا بهباله. على خاطر اذا الانسان قدر يتغلب على كثير من الامراض واستطاع يزيد في امل الحياه، واذا قدر بوسائل الاتصال يقصر المسافات ويهزم الحدود، قام كذلك باعمال يتمت وشردت وهلكت اكثر من الاوبئه اللي كان يكافح ضدها. في هذه السلسله نحسوا بالازمه الثقافيه الغربيه والقيم اللي مبنيه عليها. نشوفوا كذلك نهوض قارات اخرى متبوعة بتغيرات هائلة في ميدان العلوم والتقنية،
وكذلك في الحياة الاجتماعية الثقافية والسياسية. في البداية عالم المضطهدين كان ديما يظهر في المؤخرة نتاع الصورة اللي صنعها الغرب طبعا كديكور فقط، ولكن تدريجيا ومع ولادة إنسان العالم الثالث في كفاحه على الحرية يصبح ممثل ويدخل بكل جدارة في الصورة باش يتصدر مقدمتها ويبقى لمدة. أحداث أخرى جدية وهزلية وقعت في هذا القرن نكتشفوها الكل مع بعضنا في هذه الحلقات اللي ما تدعاش بالإلمام على كل شيء وما تنويش تكون دروس تاريخية. الهدف نتاعها هو إعطاء صورة على القرن بأمجاده ومآسيه بلا ما تركز بصفة خاصة على الحياة السياسية وتنسى الحياة الفنية الثقافية الرياضية أو العلمية. هو كذلك لقاء مع شخصيات كان لها أثر كبير في هذا القرن. باختصار كيفاش كانت الحالة من قبل؟ والجواب نعرفوه بفضل الفكر الإنساني اللي اكتشف الفونوغراف ثم الصورة وفي النهاية السينما اللي خلت لنا هذا الأرشيف اللي يسمح لنا اليوم نعيشوا مع أحداث هذه الحلقات اللي نقدموها لكم في هذا الشكل وبهذا اللون. Voilà, alors de très belles images, hein. Et puis moi j'ai adoré la narration, et pour ceux qui peut-être n'ont pas reconnu la voix, c'est la voix de Ben Guetaf, Allah yarhamou. Mais j'ai su grâce à toi qu'au départ c'était plutôt Aloula qui était choisi, mais faute de temps et tout, il n'a pas pu assurer, donc vous avez opté pour Ben Guetaf. Oui, ça c'est une genre de chronique du XXe siècle. Oui. Voilà, vous voulez voyager à l'intérieur de ce XXe siècle, par quoi il a été marqué, les événements importants, etc. Dans une utilisation correcte de l'image. Chaque image correspondait à la date, parce que c'est une chronique. Tout à fait. Donc il fallait identifier ces images, tout ça. C'est un travail qui nous a pris pratiquement près de 2 ans. À l'époque, Azdin était en train d'écrire son fameux film La Montagne de Beir. Voilà, il m'a proposé ce projet en me disant qu'il ne faut pas tellement compter sur lui parce qu'il va écrire donc, ce scénario. Et on a constitué une très bonne équipe. Beaucoup d'économistes, d'historiens, d'artistes peintres, parce qu'on parlait de tout, de la culture, du cinéma. Et c'était prévu 16 numéros, à la fin on en a fait 33. Parce qu'on a développé le sujet, on a acheté des images de la BBC. Et ça a été une très belle aventure. Ah oui, c'est une émission qui a marqué tout le monde. Puis, on a appris beaucoup de choses grâce à cette émission. Une chronique, et ça a très très bien marché à l'époque. Et puis ce que j'ai aimé, c'est que tu me disais, avant la diffusion de ces numéros, Azdin Mdour rassemblait les travailleurs à la cantine et leur proposer justement le produit pour voir leur réaction. Ça c'était Azdin Mdour. Et chaque fois qu'il y a un numéro de près où il fait un documentaire, il ramène des travailleurs de la télévision et il leur fait visionner avant de passer au mixage. Parce qu'à l'époque, on travaillait en film. Oui, quand on arrivait au mixage. Et une fois qu'il y a le mixage, c'est terminé, je ne peux plus toucher. Et un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça, Azdin? Et il me dit non, en réalité on s'adresse à ces gens-là. Oui, il est destiné à eux. Et il vaut mieux profiter de leur regard. S'il y a des choses qui n'accrochent pas des longueurs, il faut rectifier avant. Oui, et les travailleurs étaient un échantillon de ce public. Exact, pour te dire que les réalisateurs à l'époque respectaient tout le monde. Ce pas des gens qui viennent comme ça, moi, je sais tout, je décide de tout. Et si le film ne marche pas, c'est plutôt la faute au public et pas à lui. Exactement. Comme quoi, Et d'ailleurs, j'ai assisté une fois à une petite anecdote d'un réalisateur qui a fait un film et il n'a pas été compris par les spectateurs qui étaient présents à la salle de cinéma. Mais il y a quelqu'un qui se lève et il lui dit, monsieur, j'ai rien compris à votre film.
Le réalisateur lui dit c'est normal parce que mon film est en avance de 50 ans sur vous. Alors il se relève, le spectateur, et il lui dit mais pour les générations d'ici 50 ans, puisqu'il est normal, ils auront leur propre réalisateur et leur propre agent, ils vont faire leur propre film. Là, tu t'adresses à nous. Voilà. Ça, c'est des prétextes qu'on trouve quand on rate un travail. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a eu malheureusement la période très douloureuse du terrorisme qu'a connu l'Algérie. Et là aussi, on notera l'engagement de Majid Silamna à travers ses documentaires. Donc on va voir un exemple de ces documentaires et on a choisi Djidjel al-Amal ou Djidjel l'espoir. On regarde. في واقع الأمر السلطات السابقة لم تتخلى عن أي شيء لسبب بسيط، وهو أن الدولة بكاملها كانت خائبة. في هذه المناطق الجبلية المواطنون تركوا لحالهم منذ مدة طويلة. هنا المواطن غرر به مرتين. المرة الأولى من طرف السلطات المتعاقبة، لأن الدولة الوطن التي كانت حلم الأجيال أضحت مجرد كلمات، مجرد شعارات لا غير. المرة الثانية عندما وعده الأصوليون المتطرفون بالجنة في حملتهم الدعائية للرجوع به واقتياده إلى منابع التخلف والتحجر. إذا غابت الدولة انحصرت التنمية وغابت العدالة الاجتماعية. غدوة في المستقبل اللي راح تقرية يلزمنا الناس اللي يشغلوهم الناس. من أجل الجزائر لا يحق لنا أن نخطئ مرة أخرى. قال لنا المسؤول الأول على مدينة جيجل. ماناش نداوي في الجرحى تاعنا. اليوم حنا رانا نحبسوا نعيشوا، رانا نضحكوا، رانا الناس هي عايشه، راهي تكافح من جهه، راهي حرت المنطقه ويتخدم التعاون تسمى في الانعاش الاقتصادي تاع البلاد. باسكو لو كان ما نفلحوش وما نقريوش الثروات هذوك، حنا البلاد نكافحوا الارهاب ونجمدوا النفوس. منين الثروات؟ نعاودوا نعيطوا لفرنسا تبعت لنا الطماطم، نعاودوا نعيطوا للامريكا يبعث لنا القمح. تسمى شغل يعودوا فراجيل، ما من الناحيه الصحيه يكونوا يتعرضوا لامراض اكثر من الاخرين. حتى الاولاد يعني مازالت مهلهله، مازالوا مضطربين، مازالوا تحت الضغط هذاك النفسي يعني، وهذا باين على الاثار نتاعهم يعني. المردود الدراسي بدا يتناقص يعني من يوم لاخر، نشوفهم يتحصلوا على نتائج ضعيفه. بينها عندنا مثال تاع عمار كان يجي في السنوات الاولى من بين الاوائل، دروك صباح 25 وصباح يعني ممكن لو كان يعني ما نداركوش الامور هذه في حينها ممكن تفلت من يدينا. Alors, je pense qu'il était aussi important, avant tout, hein, pour toi, c'est de continuer à produire pendant cette période déjà. Le fait de ne pas s'arrêter, c'était déjà un combat. Et ton deuxième combat, c'était quoi? C'était quel message véhiculait Majid Silamna à travers ses documentaires surtout? D'abord, je voulais montrer... Je sais que le côté humain a toujours été présent dans ton... Écoute, Halim, on ne peut pas trouver des prétextes au terrorisme. Le terrorisme, il faut le dénoncer, c'est un crime contre l'humanité. Tout à fait. Mais quand même, ces terroristes ne sont pas tombés du ciel. Oui.
c'est qu'on était dans un pays très pauvre. Vous avez remarqué ces images-là, tu vois là, des montagnes qui vivaient dans la précarité totale. Donc ces terroristes ont trouvé un terreau, c'est la misère, c'est le chômage, c'est le désespoir. Et j'ai dénoncé dans ces documentaires le pouvoir de l'époque. Il était responsable de cette situation. Et en même temps, il y avait un grand défi à relever parce que sur un plan international, on voulait pousser à une intervention militaire en Algérie. Attention à la fameuse question de Kitiki. Toutes ces émissions de l'autre côté de la Méditerranée. Exactement, c'est la France qui était derrière ça. Avec le fameux droit d'ingérence de Kouchner et je ne sais pas quoi. Et pour eux, on ne sait pas qui tue en Algérie, donc il faut protéger ce peuple, il faut intervenir. Et là, il fallait, c'est le travail que j'ai fait par la suite, il fallait à tout près identifier ces criminels. Tu as fait également un documentaire sur un grand homme qui a marqué son siècle. Il s'agit bien sûr de Nelson Mandela, et ce documentaire avait pour titre Madiba. فيفري 1990 دو كليرك الوزير الأول يعلن على تحرير مانديلا. طبقا لخطاب أمام البرلمان بإمكان الإعلان اليوم أن السيد نيلسون مانديلا سيطلق سراحه يوم الأحد 11 فبراير على الساعة 3 بعد الزوال. هللويا هللويا الخبر ينتشر بسرعة في كل أرجاء أفريقيا الجنوبية. بالنسبة لويلي زوجة مانديلا هذا الحدث كانت تستنى فيه منذ 27 سنة. As I say, it's the most wonderful news. هذا أجمل خبر ممكن We have been waiting for. Perhaps this is the moment. ربما الحق الوقت باش نشكر كل المنظمات. The organizations, individuals. والجماعات والأشخاص والحكومات وكل من ساهم في صنع هذه اللحظة. For this day. لكن هذا النهار حد ما يقدر يوقف المسيرة نحو الحرية للجميع. راهم يجريوا من كل جهة لاصقين في كل ما يقدر يصير باش يشوفوا ويسمعوا الصوت اللي غموه منذ 27 سنة. ما يعرفوا من مانديلا غير صور قديمة من 30 سنة. Alors, Madiba, hein, pour les jeunes générations, c'est comme ça que l'appelait affectueusement son peuple, hein, Nelson Mandela. Et puis, ça rappelle aussi l'engagement de Majid Sinamna, puisqu'une fois aussi, c'est un autre combat, mais cette fois-ci contre l'apartheid. Exact. Donc, l'idée t'est venue comment, Majid? Et là,
c'est l'un de mes meilleurs documentaires. Donc il a été vendu, hein, la télévision l'a vendu à des chaînes. Comme quoi, hein. Ah ouais, comme quoi on peut... Ça arrive rarement, mais on a vendu ce documentaire. Quand on laisse les gens travailler. Et un diplomate de l'ambassade d'Afrique du Sud en Algérie m'a dit à l'époque c'est pratiquement le meilleur portrait qu'on a vu sur Mandela. Parce qu'il y avait énormément de portraits. Les Américains en ont fait une dizaine, les Européens. Là, ça a marché parce que j'ai eu une meilleure perception de l'homme. Moi, l'apartheid, je vous ai dit la dernière fois, je l'ai vécu dans une SAS. On était une population à part. C'est aussi de l'apartheid. Donc ces ghettos, c'était de l'apartheid. Et puis, même au niveau du contenu, il y a quelque chose que les autres n'ont pas. Et tu sais, Halib, que Mandela a fait sa formation militaire en Algérie. Pendant la guerre de libération. Tout à fait. Il a fait avec 9 de ses compagnons dans les maquis de la Révolution. Et l'un de ses instructeurs, c'était le général Ammar El Arhamo. Et Mandela en parle dans ses mémoires. Il a écrit ses mémoires, il en parle beaucoup de l'Algérie. D'ailleurs, à sa sortie de prison, il est venu en Algérie. Dans ses mémoires, je vous dis, il parlait beaucoup de l'Algérie, du soutien de l'Algérie. Et donc, c'est un combat contre l'apartheid, un combat pour la justice sociale, contre le racisme. Et le seul regret que j'ai, c'est de n'avoir pas rencontré Mandela. Justement, pourquoi tu ne l'as pas rencontré? Ça a été tourné entièrement en Afrique du Sud, ce documentaire. Pourquoi je ne l'ai pas rencontré? C'est toute une histoire. Oui, j'ai aimé l'histoire, donc je veux que tu me la racontes, même s'il va falloir faire... Voilà. L'ambassade d'Algérie à Pretoria, l'ambassadeur de l'époque, les diplomates, c'était des gens vraiment bien dynamiques. Ils ont bien voulu m'aider. Ils voulaient m'organiser donc une rencontre avec Mandela et tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que Mandela, à la fin de son mandat, il en a fait un. Il a refusé de se représenter. Et l'ANC, son parti, elle insistait, lui tenait un discours genre si tu t'en vas, ça va être le retour de la violence, c'est la guerre civile. Et pour Mandela, un pays, c'est d'abord un peuple, c'est d'abord les institutions, ce n'est pas une personne. Il leur a dit, il n'en est pas question que je me représente. Et devant l'insistance de l'ANC, qu'est-ce qu'il fait? Il a fui de l'Afrique du Sud, il est allé au Mozambique, c'est chez la famille de Samora Machel. Et il leur a dit, je ne vais pas rentrer en Afrique du Sud tant que vous n'avez pas désigné un candidat. C'est d'ailleurs comme ça que Mbeki a été désigné après candidat de l'ANC. Et même quand il est revenu, moi j'étais là-bas, mais il était pris par les histoires de passation, etc. Je n'ai pas rencontré Mandela. Mais regarde l'homme. Dans nos pays, dans les pays tiers-monde, pays arabes, on s'accroche à la chaise. Et lui, il a fui pour refuser la chaise. Il leur a dit, mon rêve c'est de voir un nouveau président jeune, qui porte les valeurs auxquelles on croit. Et cela dénote de la grandeur de l'homme. Alors, pour aller très vite, puisqu'on est pratiquement arrivé à la fin de l'émission, il y a un autre chantier, pour moi c'est un grand chantier, auquel tu t'es attaqué, mais qui a hélas été arrêté, faute de financement, c'est l'identification des images. Alors, on va voir juste un extrait comme ça d'un documentaire qui avait pour titre Esther Djalmadi, Réminiscence, et on revient juste après pour en parler très très brièvement parce qu'on n'a plus le temps. D'accord. On regarde. في هذه الصور كل واحد يتعرف على نفسه في صورة من هذه الصور يتصل بنا في مقر التلفزة 21 شارع الشهداء يوم السبت الأحد الاثنين 23 24 25 جوعان 1990 ابتداء من الساعة 10 صباحا باش يفيدنا بشهادته ويعرفنا بنفسه وبوضعيته في المجتمع بعد كل هذه السنوات. في
تفكر الايامات اللي فت عليهم. تفكرت الايامات اللي كنت رافد البوطه تاع السراج. نتفكر الايامات اللي كنت نرفد الالوف تاع الجورنانات اللي باش نبيعهم. نتفكر النهار اللي كنت نقولها بورتي مادامي بورتي مسيو مارشي لا كارد لاكا. نتفكر الضغط اللي كان علينا. هسه رجلو صبت وكان لقيت المشان قطع على رجليه. لا غلب. وجعني قلبي بزاف، وجعني نحس بكل شيء. كلي راني تم، كلي مازالني صغيرة راني تم، يعني حق الحمية يتكوش وما نحملش. كان في عمري 17 سنة، كنا غير كيما خرجنا من الحبس كنا مراقبين، ونهار 11 ديسمبر يعني خرجنا. C'est un travail très important, mais qui, hélas, a été abandonné faute de financement. Pour nos téléspectateurs, c'est un travail qui consistait en quoi, Majid? À identifier les images de la Révolution. Oui. Concrètement? Voilà, c'est des images anonymes. On voit des gens à l'intérieur, on voit une bataille, un bombardement, des moudjahidines en action, mais on ne sait pas c'est quelle bataille qui sont ces gens-là. Tout à fait. Souvent, c'est des images qui sont utilisées à tort et à travers. Dans une soirée, tu peux voir 3 documentaires qui parlent de 3 thèmes différents, mais avec les mêmes images comme support. Donc, il était important pour toi d'identifier ces images. Il fallait identifier ces images. Qu'est-ce qu'elles racontent réellement? Et ouvrir ces images qui sont fermées pratiquement. Et j'ai commencé à... Parce que c'est un peu trop tard, la plupart de ces gens-là sont morts. Il y en a beaucoup qui sont partis. J'ai commencé ce travail en 90, je l'ai abandonné, puis je l'ai repris il y a 3 ans. Comment est-ce qu'on peut identifier ces images, leur donner une carte d'identité? Voilà, cet homme qui a l'image, c'est Monsieur Flan. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Et c'était pendant tel événement, à tel événement. Et malheureusement, c'est un travail dur qui exige beaucoup de moyens parce qu'il fallait se déplacer dans les régions, voir les historiens locaux, les moudjahidines. Et là, notre regard à l'histoire, il est conjoncturel. Le 1er novembre, on fait un petit documentaire pour marquer l'événement et puis on tourne la page, on n'en parle plus. C'est vrai. Et là, moi, je pense qu'on a, en quelque sorte, non seulement tué ces images, parce qu'elles ne racontent plus rien, ces images, mais en même temps, on a fait détester notre histoire aux jeunes qui n'ont plus envie de voir ces images, d'ailleurs, qui ne racontent plus rien. Et pour accrocher les jeunes, pour raconter notre histoire à ces jeunes générations, pour les générations futures, ce travail d'identification de ces images est indispensable. Indispensable. Sinon, c'est des images qui vont être fermées pour l'éternité. On saura jamais. Vidées de leur sens. Il y a des images qui sont capables de donner une autre lecture à des pages d'histoire. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens, par exemple, tu prends les événements du 11 décembre. Il y a des images, des manifestations qui ont existé avant le 11 décembre, le 1er novembre. Le FLN a appelé à des marches, à des soulèvements, etc. Et c'était des marches encadrées, donc on voit des banderoles, des drapeaux. Avec des slogans. Et puis les marches du 11 décembre, c'est autre chose. C'est des marches spontanées. C'était des marches spontanées. Et là, qu'est-ce qu'on fait à la télévision, par exemple? On mélange ces 2 événements, ces 2 images. On ne parle pas du 1er novembre, parce que le FLN a appelé à fêter le 7e, je crois, anniversaire du 1er novembre. Donc il y a eu des manifestations à Solombi, à Belcourt, mais qui n'ont rien à voir avec le 11 décembre. Le 11 décembre, c'est autre chose. Donc les images peuvent aider les historiens, peuvent nous aider à comprendre notre histoire, à faire des lectures. Mais malheureusement, ces images... J'espère que le travail sera repris et très rapidement, avant que
ces témoins-là disparaissent complètement. Alors, Majid, on me dit qu'on a dépassé, et pourtant on a fait 2 numéros, tes projets, rapidement. Mes projets, j'ai envie de réaliser un documentaire fiction, autour de Ali Maachi, le grand artiste de la Révolution. Et j'ai envie de reprendre le travail d'identification de ces images. Mais là, il faut vraiment que ce soit un projet sérieux. Bien sûr. On ne peut pas bricoler, j'aime pas le bricolage. J'ai envie de consacrer un portrait aussi à un autre grand artiste, Fares, artiste peintre. C'est un ancien officier de l'ALN, qui lui aussi devrait figurer dans le documentaire Les handicapés de la guerre-libération. Il a été gravement blessé à l'île Maurice, il a perdu la raison et il a été soigné par France Fanon. France Fanon et Fares exprimait sa blessure avec des dessins. Il dessinait les avions qui bombardaient, les moudjahidines comme ça, même le sol. Il lui ramenait un crayon et des feuilles et il lui poussait à s'exprimer par le dessin. Il est devenu grand artiste de la Révolution. Très bien. J'espère que tu auras le courage et la chance de faire tout ça. On est arrivé à la fin de l'émission. Alors, je sais que Maachi, donc on a choisi la chanson de Noura, et je sais que tu es derrière l'instauration de la journée de nationale de l'artiste. Très rapidement. En 2 mots. Tu sais, moi je connais beaucoup d'artistes qui sont morts dans la misère totale. De grands artistes, mais par pudeur, ils ne parlaient pas de leur situation, ils sont morts dans la misère. Donc moi j'ai proposé à l'époque aux autorités de consacrer une journée aux artistes. Pour parler d'eux, de leur statut, leur rendre hommage, essayer d'améliorer leurs conditions de vie à travers un statut, etc. Et le ministre de la Communication à l'époque, il m'a demandé quel jour tu proposes. Je lui ai dit le 8 juin. Il m'a dit pourquoi le 8 juin? C'est la journée, le grand artiste de la Révolution, Ali Maachi. Il a été fusillé le 8 juin 1958, parce que c'est un fidèle. Il a été traîné jusqu'à la place publique de Tiaret et ils l'ont pendu, ils l'ont attaché par les pieds à une platane. Et son torse nu, criblé de balles, du sang sur le visage. Et tous les compagnons de l'île Maachi, les musiciens, étaient pratiquement tous des chouhadas, dont un shahid qui avait à peine 14 ans. Très bien. En tout cas, tu as décidé donc de lui rendre hommage. Et j'espère que le documentaire se fera très rapidement. Merci Majid, merci beaucoup.